Coucou tout le monde, on se retrouve du coup pour la quatrième vidéo de métabo-glucidique. J'espère que les vidéos d'avant vous ont plu. Pour l'instant, pour faire un petit récap, il y a la glycolyse qui est sortie en version vidéo. Il y a aussi la néoglucogénèse et l'interconversion des oses. Alors la glycogénogénèse et la glycogénolyse, je vais bien vous les sortir, pas de panique, on me l'a demandé. Juste, je voulais vous sortir avant l'interconversion des oses et la VPP, parce que vous m'aviez beaucoup plus demandé, dans le sondage quand je vous avais demandé, quelle vidéo vous vouliez en priorité. Mais attention, glycogénogénèse et glycogénolyse, elles arrivent vraiment bientôt. Je vais essayer de vous les sortir demain, donc vendredi. Grand max, comme ça ce week-end, j'essaye de vous sortir la fameuse vidéo de la régulation, du métabolisme glucidique, parce que c'est vraiment le cours où je trouve que c'est important de faire une vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, j'arrête de parler et on y va. Alors la voie des pentoses phosphates, en vrai, vous allez voir, c'est pas un cours qui est compliqué, il est pas très long. Juste, il y a des choses qu'il faut vraiment à tout prix retenir et je vais beaucoup insister dessus. Donc voilà, on y va, c'est parti. Donc déjà pour commencer, on nous dit que la voie des pentoses phosphates, elle est importante parce qu'elle permet de produire du ribose 5-phosphate, donc qui va nous permettre du coup de synthétiser des nucléotides. Donc les nucléotides, je vais pas revenir dessus, vous voyez très, très bien en biomol, mais c'est ce qui va nous permettre d'avoir notre ADN, notre ARN, tout ça. Et du NADPH plus H+, qui est un coenzyme du coup à fort pouvoir réducteur. Ça, c'est super important, indispensable à certaines réactions de biosynthèse. Alors, attention, on nous dit qu'en fait, la VPP, elle est constituée de 2 phases et ça, c'est super important, vraiment, ça, c'est plus, plus, plus. Une première phase qui est la phase oxydative et une seconde phase qui est la phase non oxydative. On nous dit que c'est lors de la phase oxydative qu'on va produire nos 2 molécules de NADPH plus H+, et qu'au contraire, c'est lors de la phase non oxydative, qu'on va produire du ribose 5-phosphate. Alors, faut pas confondre, c'est très facile de faire des pièges ici, on peut très bien inverser. Franchement, c'est logique. Regardez, phase oxydative, c'est une phase du coup où nos réactifs vont être oxydés. Donc en parallèle, on se doute bien qu'on va avoir, comme d'habitude, une réduction du cofacteur. Donc le NADP+ devient du NADPH plus H+, donc on produit des molécules de NADPH plus H+, en oxydant nos intermédiaires, OK? Donc tout ça, c'est logique. Phase oxydative, production de NADPH plus H+, alors que la phase non oxydative, ribose 5-phosphate. Super important. OK. Alors, en gros, une molécule de glucose arrive, elle peut être transformée en G6P. Ce G6P, du coup, franchement, je pense que vous commencez à en avoir marre de lui tellement vous le voyez partout dans tous les cours. Il est toujours là, c'est vraiment le carrefour métabolique par excellence. Il peut aller rejoindre plein, plein, plein de voies différentes et là, je vous ai mis un schéma qui vous permettent vraiment de comprendre cette notion de carrefour métabolique. J'en ai un autre à vous montrer après, mais en gros, il faut vraiment comprendre que le G6P, il peut choisir de poursuivre la glycolyse, comme ici, vous voyez? Et produire du coup des molécules d'ATP, mais il peut aussi très bien aller rejoindre la voie des pentoses phosphates et produire du NADPH, OK? Donc ici, 2 molécules de NADPH sont produites, donc durant la phase oxydative qui est la première phase de la VPP. OK. Donc, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi faire en fait, pourquoi on produit du NADPH? Pourquoi on produit du ribose 5-phosphate? Alors le NADPH, il permet énormément de choses. On peut en faire des acides gras dans le foie, la glande mammaire, des hormones stéroïdiennes dans le cortex surrénalien, dans les gonades, mais aussi, et ça c'est une notion qui est super importante, je vais revenir dessus dans la dernière partie du cours, on va bien, bien en parler, mais il sert à la détoxification des dérivés réactifs de l'oxygène. Donc c'est normal si ça ne vous parle pas trop pour l'instant, on va bien, bien en parler, tout à l'heure. OK. Ensuite, le ribose 5-phosphate, à quoi il sert? À la synthèse de nucléotides, donc comme je disais tout à l'heure pour l'ADN et l'ARN. Ou alors du coup des nucléotides aussi, mais pour les coenzymes à adénine, donc eux, vous commencez à les connaître, on les retrouve un peu partout, le NADP+, le NAD+, l'ATP, le CoA. Franchement, vous commencez à les connaître et attention, un truc que je vous dis pour ce cours, mais c'est valable pour tous les cours, mais juste là, vu qu'on va beaucoup parler du NADP, le NADP, c'est pas pareil que le NAD+, OK? Il peut y avoir des pièges, c'est 2 coenzymes qui sont différents. Dans la voie des pentoses phosphates, on va vraiment utiliser du NADP, d'accord? Les phosphorylés. OK, donc cette VPP va nous permettre aussi de synthétiser de l'érythrose 4-phosphate et celui-là, il faudra le retenir,
C'est un précurseur des acides aminés aromatiques. Donc petit rappel du cours de ma cotutrice, mais les acides aminés aromatiques, c'est les acides aminés qui ont un cycle, tout simplement. Donc phénylalanine, tyrosine, tryptophane. OK. Donc là, je vous ai mis un schéma que j'ai trop aimé, vraiment, j'ai trouvé dans la vidéo de la prof et je le trouve incroyable parce que c'est vraiment le schéma qui vous permet de bien vous rendre compte, en fait, que, le glucose 6-phosphate est un carrefour métabolique. Genre là, vous voyez bien que le glucose 6-phosphate, il peut choisir de se transformer en fructose 6-phosphate pour rejoindre la glycolyse, mais aussi en glucose 1-phosphate pour stocker de l'énergie et aller faire du glycogène. Enfin bref, il a plein, plein de liberté, il fait ce qu'il veut, OK? Super important, glucose 6-phosphate, carrefour métabolique, je pense que j'ai répété tellement de fois, mais c'est super important. Là, je vous ai mis un petit schéma récap de la prof, mais c'est vraiment ce que je viens de dire, donc avec les réactions, qu'est-ce qu'on forme et pourquoi. Donc voilà, là, on va passer au vif du sujet, la phase oxydative. Donc là, je vais vous détailler, comme d'habitude, toutes les étapes de la voie des pentosephosphates et bien sûr, on commence par la phase oxydative, vu que c'est la première phase, de la VPP. OK, donc le bilan, en fait, de cette phase sera la production de 2 molécules de NADPH plus H+ à partir d'une molécule de G6P. Ça, c'est super important. Heu, Phase oxydative, on produit du NADPH, mais combien? On en produit 2. Donc on va le voir ensemble. Première étape, c'est une oxydation du G6P en gluconolactone 6-phosphate. Forcément, on, heu, réduit le NADP+ en NADPH plus H+, donc vous vous doutez bien qu'en parallèle, on a bien une oxydation du G6P en gluconolactone 6-phosphate. L'enzyme, c'est la G6P, déshydrogénase, OK? Super important comme d'habitude, vraiment dans, les cours de métabo, vous retenez bien à chaque fois pour chaque étape l'enzyme qui est utilisée, les réactifs, les produits, ce qui, ressort, ce qui est consommé. Ce qu'on utilise ici, on utilise le magnésium, c'est important. OK, et c'est une réaction qui est irréversible et ça je vais en venir après, mais vraiment retenez, très important, que, la phase oxydative, toutes les réactions sont irréversibles, OK? On ne peut pas faire de retour en arrière. Alors que durant la phase non oxydative, on verra que toutes les réactions seront réversibles. On pourra remonter la phase non oxydative, on pourra refaire des retours en arrière. OK. Deuxième étape, c'est la transformation du gluconolactone 6-phosphate en gluconate 6-phosphate. Ça, c'est une réaction qui consomme de l'eau, qui est exergonique, fortement exergonique. Donc on se souvient, ça j'en avais parlé, dans le cours sur la glycolyse, mais exergonique, on libère de l'énergie, endergonique, on consomme de l'énergie, OK? Donc c'est une réaction, ça veut dire qu'il va, libérer beaucoup d'énergie vu qu'elle est très exergonique. Hem, L'enzyme utilisée est la lactonase, comme d'habitude, super important. Donc voilà, maintenant qu'on a produit notre gluconate 6-phosphate, on va avoir une décarboxylation. Donc attention, décarboxylation oxydative, donc on libère une molécule de CO2. Vous avez vu vraiment, tout est dans le nom. Quand je vous dis que c'est de la logique, c'est vraiment plus, plus, plus. Regardez, décarboxylation, hop, on décarboxyle, donc on libère une molécule de CO2, OK? Super important et donc qu'est-ce qui va se passer ici? Comme lors de la première étape, on va pouvoir réduire notre molécule de NADP+ en NADPH plus H+. Donc maintenant, on a nos 2 molécules de NADPH plus H+, c'était l'objectif de cette phase oxydative, on est content. On peut terminer la phase oxydative du coup. Donc on utilise du magnésium et l'enzyme, c'est la gluconate 6-phosphate déshydrogénase. Donc étape 1, glucose 6-phosphate déshydrogénase. Étape 2, lactonase. Étape 3, gluconate 6-phosphate déshydrogénase. OK, donc c'est une réaction qui nécessite aussi du magnésium. Donc les 3 réactions de la phase oxydative nécessitent une molécule de magnésium. Donc voilà pour la phase oxydative. Maintenant la phase non oxydative, donc c'est une phase où on va avoir plein d'interconversions. On va le voir ensemble, des interconversions, qui vont nous mener à des intermédiaires de la glycolyse et en fait à partir de la VPP, on va pouvoir rejoindre la glycolyse. C'est vraiment magique, je vais vous montrer. Donc quatrième étape, maintenant qu'on a, créé notre ribulose 5-phosphate, attention à ne pas confondre, carrément je vais écrire, regardez. Le ribulose 5-phosphate à ne pas confondre avec, est-ce que je vais y arriver? Le ribose, bon, j'écris très mal sur ordi. 5-phosphate, c'est pas pareil, OK? Et ça, vous allez le voir. Donc le ribose 5-phosphate, c'est celui, dont je vous ai parlé au tout début. Je vous ai dit, voilà, pendant la phase non oxydative, on va produire, du ribose 5-phosphate et lui va nous permettre, du coup, la synthèse de nucléotides.
Là, ici, à la fin de la phase oxydative, c'est pas du ribose 5-phosphate qu'on a, hein, c'est du ribulose 5-phosphate et à partir de ce ribulose 5-phosphate, on va pouvoir créer notre ribose 5-phosphate, OK? Donc voilà, j'espère que c'est bon pour vous. Donc, qu'est-ce qui se passe lors de cette quatrième étape? C'est une isomérisation du ribulose 5-phosphate ou bien, du coup, une épimérisation. En fait, le ribulose 5-phosphate et ça, c'est super important, vraiment, il va soit pouvoir s'épimériser en xylulose 5-phosphate qui est un cétose, soit pouvoir s'isomériser en ribose 5-phosphate qui est un aldose et ce ribose 5-phosphate va pouvoir rejoindre la synthèse du coup, des acides nucléiques et ça, c'est important. OK. OK, donc ce qui est important vraiment à savoir, c'est que le ribulose 5-phosphate et ça vraiment ça va vous servir pour la suite, donc soyez bien attentifs. Le ribulose 5-phosphate, il va pas, permettre de produire et le xylulose et le ribose. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc en fait, le ribulose 5-phosphate va permettre de produire le xylulose 5-phosphate ou bien le ribose 5-phosphate, pas les 2. OK? Une fois, ça pourrait être l'un, l'autre fois, ça pourrait être l'autre. D'accord? Donc ça veut dire que si on veut créer une molécule de xylulose 5-phosphate et une molécule de ribose 5-phosphate, il va nous falloir 2 ribulose 5-phosphate pour que chacun puisse produire sa molécule. OK? J'espère que c'est bon. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à aller sur le forum, je réponds avec plaisir, c'est fait pour ça, OK? Donc cinquième étape, maintenant qu'on a notre xylulose 5-phosphate ou notre ribose 5-phosphate, on a une première étape de transcétolysation. Alors, c'est quoi la transcétolysation? L'enzyme utilisée, c'est la transcétolase, ça c'est important. Hem, le coenzyme utilisé, c'est le TPP, du coup, le coenzyme thiamine pyrophosphate, important aussi de le savoir et en fait, ici, on va pouvoir avoir un retour sur la glycolyse puisque tout simplement, on forme du G3P et comme vous savez, le G3P, c'est bien un intermédiaire de la glycolyse. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette réaction? En fait, une transcétolysation, c'est quoi? Une transcétolysation, c'est en fait un transfert d'un groupement de 2 carbones, d'accord? Et ce transfert de groupement de 2 carbones va nous permettre d'avoir du C2-héptulose, 7-phosphate et du G3P. Donc à partir d'un ribose 5-phosphate et d'un xylulose 5-phosphate, on va pouvoir obtenir par transcétolysation, donc en donnant de carbone, du C2-héptulose, 7-phosphate et du G3P, d'accord? Donc, maintenant qu'on a fait ça, sixième étape, réaction de transaldolysation. À ne pas confondre, attention, il peut y avoir des pièges aussi, mais transaldolysation, c'est pas pareil que transcétolysation, c'est différent. La différence, c'est que là, c'est pas un transfert d'un groupement de 2 carbones qu'on va avoir, c'est bien un transfert d'un groupement de 3 carbones. OK? Important, transaldolysation 3 carbones, transcétolysation 2 carbones. Donc cette transadolisation va nous permettre de passer du coup d'une molécule de ces 2 à 7 phosphate et du G3P qu'on avait tout à l'heure, à l'érythrose 4-phosphate et au fructose 6-phosphate. Ah, fructose 6-phosphate, vous le reconnaissez très bien, intermédiaire de la glycolyse, c'est une étape aussi qui nous permet, d'intégrer la glycolyse. Voilà, elle est partout la glycolyse, vraiment la star qu'elle pense être. Donc, C2 7-phosphate plus G3P donne érythrose 4-phosphate plus F6P. OK? Donc l'érythrose 4-phosphate, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est super important. Pourquoi? Parce qu'il va permettre la synthèse d'acides aminés aromatiques, donc les acides aminés, cycliques. OK, donc l'enzyme utilisée, c'est la transaldolase, vraiment aucune difficulté dans le nom des enzymes pour le coup. Comme je l'ai dit, c'est logique, c'est magique. Transcétolysation, on utilise une transcétolase, transaldolisation, une transaldolase. Rien de très compliqué et c'est trop bien. OK, septième étape, du coup, on part de notre érythrose 4-phosphate, du coup, heu, qu'on a obtenu ici. Sauf qu'en fait, cet érythrose 4-phosphate, il va s'assembler avec un xylulose 5-phosphate. Alors, vous pouvez peut-être vous demander, mais d'où il sort ce xylulose 5-phosphate? Je vais vous expliquer, mais en gros, là, c'est une deuxième étape, du coup, deuxième réaction de transitolisation. Pourquoi deuxième? Parce qu'il y en a 2 en tout, OK? Donc cinquième étape et septième étape, ce sont 2 étapes de transcétolysation. Donc transcétolysation, on se rappelle, c'est un transfert d'un groupement de 2 carbones. Donc on part, du coup, de cette molécule d'érythrose 4-phosphate qu'on a obtenue lors de la sixième étape, on la met avec un xylulose 5-phosphate et ça nous donne non pas
un intermédiaire de la glycolyse, mais 2 intermédiaires de la glycolyse. Si ça, c'est pas magnifique, on obtient du G3P et du F6P. Donc c'est trop bien, vraiment quand je vous ai dit que la phase non oxydative, c'était une phase avec plein d'interconversions, c'était pour ça en fait, puisqu'on va pouvoir produire plein d'intermédiaires de la glycolyse et à partir de la BPP, on va pouvoir rejoindre la glycolyse. Donc trop cool. OK, donc tout ce qu'on fait en fait, ça sert à quelque chose, hein, on fait pas les choses dans le vide en bioche. Voilà. Donc, on a notre G3P, on a notre F6P, toujours la transcétolase, toujours le TPP, ça change pas. Donc là et là vraiment va falloir suivre parce que c'est super important ce que je vais vous dire, ce que je vais vous expliquer. En fait, on nous dit qu'il faudrait un troisième G6P pour produire une troisième molécule de ribulose 5-phosphate. Ouh là, attendez. OK. Donc faudrait un troisième G6P pour produire une troisième molécule de ribulose 5-phosphate qui s'isomérise en xylulose 5-phosphate pour que cette deuxième translocation puisse avoir lieu. Alors là, vous vous dites: «Mais j'ai pas très bien compris pourquoi, faudrait 3 G6P pour finir la VPP?» C'est assez absurde. En fait, non, c'est logique. Regardez. En gros, vous vous souvenez, quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était super important et qu'il fallait vraiment, vraiment, vraiment retenir que, heu, que quand on produisait du coup notre xylulose 5-phosphate, OK? Ou notre ribose 5-phosphate à partir du ribulose 5-phosphate, c'était bien soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas produire les 2 en même temps. Le ribulose 5-phosphate, à partir d'un seul ribulose 5-phosphate, c'est impossible de pouvoir produire et du xylulose 5-phosphate et du ribose 5-phosphate. En fait, la réalité, c'est qu'il faudrait 2 ribulose 5-phosphate pour produire un xylulose et un ribose. Comme ça, chaque ribulose 5-phosphate pourra produire une des 2 molécules. Donc le ribulose 5-phosphate, le premier ribulose 5-phosphate pourra produire le xylulose 5-phosphate et le second pourra produire le ribose 5-phosphate. C'est comme si vous aviez ça en fait. Regardez. Si je prends là, donc là on a notre ribulose et ben du coup il y en a un qui va donner le xylulose et un autre, le numéro 2, donc ça c'est le numéro 1, ça c'est le numéro 2 et le numéro 2 va donner du coup le ribose 5-phosphate. Donc vraiment il y en a un, c'est atroce, j'écris super mal sur ordi, mais c'est vraiment juste pour que vous compreniez, d'accord? C'est pas censé être esthétique, mais on utilise un ribulose 5-phosphate pour donner du xylulose et le deuxième pour donner du ribose. Donc déjà là, on a eu besoin de combien de molécules de ribulose pour l'instant? De 2 molécules de ribulose, OK? Sauf que ces 2 molécules de ribulose, elles sortent pas de nulle part. Faut remonter pour se, rendre compte que si on n'a pas 2 molécules de glucose 6-phosphate, on ne peut pas avoir 2 molécules de ribulose 5-phosphate parce que du coup, à partir de 2 molécules de G6P, on aura 2 molécules de gluconolactone 6-phosphate, 2 molécules de gluconate 6-phosphate et cetera jusqu'à arriver à nos 2 ribulose 5-phosphate, OK? Donc là, pour l'instant, on a eu besoin de 2 G6P. Alors pourquoi un troisième? Tout simplement parce que ici, je vous ai dit, on a un autre xylulose 5-phosphate qui pop de nulle part, on ne sait pas d'où il vient et bah, en fait, il faudrait un troisième G6P. C'est pour ça, en fait, qu'on dit qu'il faut un troisième G6P, parce qu'il faudrait un troisième G6P pour le produire, ce xylulose 5-phosphate. Donc en fait, on va encore produire un troisième G6P, redescendre la VPP, arriver à un autre ribulose 5-phosphate, donc au troisième, pour, finalement donner un second xylulose 5-phosphate. OK? Donc le troisième ribulose 5-phosphate, donc ici je continue, mon dessin tout moche, mais le troisième, il redonne du xylulose. Donc maintenant, grâce à nos 3 ribulose 5-phosphate créés à partir de nos 3 molécules de glucose 6-phosphate, on a obtenu 2 molécules de xylulose 5-phosphate et une molécule de ribose 5-phosphate. Donc, une molécule de xylulose 5-phosphate qu'on retrouve ici, une molécule de ribose 5-phosphate qu'on retrouve ici et une autre molécule de xylulose pour notre étape 7 ici, qui va pouvoir réagir avec l'érythrose 4-phosphate par transcytosine pour donner le G3P et le F6P. Voilà, ça c'était super important à comprendre, ce que je vous explique ici, j'espère que c'est bon pour vous. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez vraiment pas. Donc voilà, là je vous ai fait un petit récap de la phase non oxydative, vraiment il faut juste retenir, ça c'est super important, que c'est une étape qui se fait par interconversion, qu'à partir de 3 ribulose 5-phosphate, on va pouvoir produire
2 fructose 6-phosphate, donc un ici et un ici, plus un G3P qui vont pouvoir rejoindre notre glycolyse, OK? Elle peut aussi être utilisée dans l'autre sens, parce que du coup les réactions, on se rappelle non oxydatives sont réversibles, ça aussi c'est super important. Les réactions, heu, oxydatives sont irréversibles, réactions non oxydatives sont réversibles, c'est super, super important. OK, donc voilà et on nous dit aussi que la VPP peut remonter jusqu'à la production de G6P, donc en fait faire la glycolyse à l'envers avec les enzymes de la néoglycogénèse. Donc en fait, c'est trop, trop bien. Elle peut faire plein de choses cette VPP. OK, donc là, on arrive à une, étape, à une partie pardon, qui est super importante, et c'est la partie qui va nous permettre de comprendre cette phrase qui est super importante aussi. Le bilan de la voie des pentoses phosphates sera différent en fonction des différents besoins de la cellule, c'est super important. En gros, en fonction de ce dont a besoin la cellule, la VPP va écouter et va produire des molécules qui vont être différentes. OK. Donc première situation, si la cellule a besoin de NADPH et de ribose 5-phosphate, donc elle a besoin des 2, heu, bah, tout simplement, elle va passer par la phase oxydative. Pourquoi? Parce que la phase oxydative, c'est la phase qui nous permet d'obtenir nos molécules de NADP+, OK? Donc on passe bien, heu, d'obtenir nos molécules de NADPH plus H+, pardon, parce que du coup à partir du NADP+, on va pouvoir la réduire en NADPH plus H+, OK? Donc ça, on se souvient. En parallèle de notre oxydation du glucose 6-phosphate en ribulose 5-phosphate, on a bien une réduction du NADP+ en NADPH plus H+. Donc la phase oxydative, c'est bien la phase qui nous permet d'obtenir notre NADPH plus H+. Donc vu qu'on en veut, bien sûr qu'on va passer par la phase oxydative. C'est logique, vous avez vu? Donc, on donne du ribulose 5-phosphate. Ce ribulose 5-phosphate va pouvoir s'isomériser en ribose 5-phosphate. On se souvient qu'il va pouvoir synthétiser les acides nucléiques. Donc là, on passe par la voie assez classique parce qu'on veut et du NADPH et du ribose 5-phosphate. Ok. Maintenant, si la cellule a besoin de plus de ribose 5-phosphate que de NADPH. Là, le NADPH, on s'en fout un peu. Donc, par déduction, est-ce qu'on s'en fout de la phase oxydative? Bah oui, du coup. Parce qu'en fait, la phase oxydative, c'est celle qui va nous permettre d'avoir notre NADPH. Donc, si on n'en veut pas trop de NADPH, on va un peu skip la phase oxydative. Et c'est ce que la preuve vous montre ici. D'ailleurs, ces schémas sont trop bien pour bien comprendre, mais là, la phase oxydative, elle est en pointillé, ça veut dire qu'on va pas vraiment passer par cette phase-là, d'accord? Vu qu'on ne peut pas vraiment produire nos molécules de l'ADPH. Donc nous, ce qu'on veut absolument, c'est, notre molécule de ribose 5-phosphate, OK? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On ne passe pas par la phase oxydative, super important. Le glucose 6-phosphate va se transformer en fructose 6-phosphate par interconversion toujours. De la phase non oxydative qui va pouvoir donner du G3P et ce G3P va pouvoir, arriver au ribose 5-phosphate sans produire de NADPH vu qu'on s'en fout de lui dans cette situation, on n'en veut pas et le ribose 5-phosphate va pouvoir synthétiser l'acide nucléique. Maintenant, troisième situation, on a besoin de plus de NADPH que de ribose 5-phosphate. Donc là, la réponse est dans la question. Si on veut du NADPH, par quelle phase on va passer? Par la phase oxydative, super important. Donc, on passe bien par notre phase oxydative, mais donc là, on a besoin de plus de NADPH que de ribose. Donc le ribose, on va le former, OK? Parce qu'une fois qu'on a notre ribulose, il va forcément, se transformer en ribose, mais il ne va pas, attention, ce ribose 5-phosphate ne va pas aller synthétiser les acides nucléiques, vu que là, c'est pas le but, vu qu'on n'en veut pas forcément, OK? Ce ribose 5-phosphate, il va nous servir, en fait, à avoir encore plus de molécules de NADPH, mais comment? Tout simplement, en fait, en remontant la glycolyse sans s'y engager. Donc je m'explique. En gros, donc le G6P passe par la phase oxydative, il donne de NADPH, du ribulose 5-phosphate, ce ribulose 5-phosphate qui s'isomérise en ribose 5-phosphate, il va pas vers la synthèse d'acide nucléique, il va donner par interconversion du F6P, du G3P qui vont pouvoir remonter la glycolyse pour donner du G6P et ce G6P là va bien pouvoir redonner du ribulose, donc redonner des molécules d'NADPH et ça va vraiment tourner comme ça et on va avoir de plus en plus de molécules d'NADPH et c'est ce qu'on voulait, OK? Donc vraiment, vous voyez ça comme de la logique. Quand on veut, hem, plus un produit qu'un autre, bah, du coup, en fonction, on va passer par telle ou telle phase, OK? Il faut vraiment le voir comme ça.
Maintenant, quatrième et dernière situation, si la molécule a besoin de NADPH, mais aussi elle a besoin, d'acétyl-CoA, comment on va faire? Donc acétyl-CoA, on se rappelle cours de Chloé, qui va nous permettre du coup de synthétiser les acides gras. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on veut de l'acétyl-CoA à partir de la VPP? En fait, le G6P va bien passer par la phase oxydative parce que du coup, nous, on veut du NADPH. Donc hop, on passe bien par la phase oxydative pour en produire ce NADPH. Ensuite, le ribulose 5-phosphate se transforme en ribose 5-phosphate et ensuite par interconversion, du coup, il va revenir au F6P et au G3P, d'accord? Qui va pouvoir en fait ce G3P redescendre la glycolyse, donc il passe toutes les étapes de la glycolyse, qui sont super bien détaillées dans ma cours, sur la glycolyse. Mais du coup, on arrive à notre molécule de pyruvate, hein. On se rappelle la glycolyse, c'est on part d'une molécule de glucose et on arrive à une molécule de pyruvate, hein. Et à partir de cette molécule de pyruvate, qu'est-ce qu'on va pouvoir produire? Eh bien, on va pouvoir produire notre acétyl-CoA. Ça, vous le voyez avec Julien. Voilà, ce cours-là. Donc voilà, l'acétyl-CoA va pouvoir s'engager dans la lipogénèse, du coup, donc synthèse des lipides. Super important, d'accord? Donc, il y a aussi possibilité d'intégrer la lipogénèse si on en a envie et de produire du coup de l'acétyl-CoA. Voilà, j'espère que c'est clair pour cette partie, mais vraiment dites-vous, en fonction de ce qu'on veut, on passe par telle ou telle phase et tout sera plus simple dans votre tête, tout sera plus logique. OK, dernière partie, mais pas à négliger du tout. Vraiment trop importante aussi. Je suis désolée, je vous dis ça pour toutes les parties, mais en fait, le cours est important en soi. Donc, on va parler du rôle du NADPH dans les érythrocytes parce que ce NADPH, depuis tout à l'heure, quand je vous dis: «Oui, il faut en produire». Mais pourquoi? On se rappelle tout à l'heure, je vous avais dit que justement un des objectifs pour, le NADPH, c'était la détoxification des dérivés réactifs de l'oxygène et je vous avais dit que vous alliez bien comprendre après. Donc c'est le moment. C'est le moment de vous expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que, les globules rouges, OK, ça c'est super important, ils sont très pauvres en organique. Ça, faut le savoir, que les globules rouges n'ont pas de mitochondries. Ça, c'est super important. Les globules rouges n'ont pas de mitochondries. S'il vous plaît, si vous voyez un jour n'importe où, oui, les globules rouges sont capables, de produire de l'énergie grâce à leurs mitochondries. Non, 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 c'est impossible. Genre vraiment, les globules rouges n'ont pas de mitochondries. Donc leur seul moyen d'avoir un apport énergique, c'est la glycolyse. Seul moyen d'avoir de l'énergie, c'est par la glycolyse. Donc les globules rouges vont pouvoir faire la glycolyse, ça on l'avait vu dans le cours avec le chêne, vous vous souvenez du 2,3 bisphosphoglycérate, on se souvient de tout ça. Donc qui est un régulateur allostérique négatif de l'hémoglobine. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que c'est tout simplement une molécule qui va diminuer l'affinité, de l'hémoglobine pour l'oxygène. Donc ça veut dire que l'oxygène va être fixé à l'hémoglobine. On se souvient de ça, c'est juste un rappel de la glycolyse, mais pas très fort pour pouvoir être beaucoup mieux libéré et pouvoir, fournir plus d'oxygène, du coup, à nos cellules dans des situations, où on va en avoir besoin. Donc par exemple, situation de grossesse, haute altitude où on a besoin de plus d'oxygène. Bref, ça c'était un petit rappel de la glycolyse. Mais voilà, donc les globules rouges vont pouvoir faire la glycolyse pour avoir de l'énergie vu qu'ils ont pas de mitochondries. C'est leur seul moyen. Donc l'intérêt du coup des globules rouges, dans la voie des pentoses phosphates, va être tout simplement, de produire ces molécules de NADPH qui vont en fait lui permettre de faire des réactions de réduction pour détoxifier la cellule. En fait, quand on va avoir une molécule sous forme oxydée, ça va être mauvais pour la cellule, OK? Donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir la réduire. D'accord? Super important. Donc cette détoxification, elle est super importante parce qu'en fait, le globule rouge, il faut savoir et ça vous le voyez en biopsie, qu'il est directement exposé à l'oxygène, donc forcément aux radicaux libres de l'oxygène qui ont un fort pouvoir oxydant et ça, c'est super important. Sauf qu'en fait, c'est pas très, très bon ça pour la cellule. Donc qu'est-ce qu'il va faire le globule rouge? Il va se défendre et il est vraiment super intelligent parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va empêcher l'oxydation des molécules. Il veut pas que les molécules s'oxydent parce qu'à la longue, en fait, hem, ça peut être toxique, d'accord? Donc comme ils ont pas de mitochondries, on répète, seul moyen de détoxification, c'est la glutathion peroxydase et la glutathion réductase. Donc glutathion peroxydase, je vais vous en parler juste ici, j'y arrive. Donc
hem, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on veut maintenir un certain ratio, de NADPH sur NADP+. Alors pourquoi? En fait, ce qui se passe, c'est que là, on a notre glutathion oxydée, OK, on ne le veut pas, on veut, sous la forme réduite. Donc forcément, quand on réduit une molécule, en parallèle, on oxyde, OK, son, cofacteur. Donc là, NADPH+H+, oxydé. Glutathion oxydée, glutathion réduit. Et tout ça, ça se fait par la glutathion réductase, logique vu que c'est une réduction. Tout est dans le nom, vraiment. Si ce pool de NADPH sur NADP+ est insuffisant, donc ou si on a un déficit du coup, en G6PD-H, parce que du coup si on va pas avoir assez de NADPH+H+, on n'aura pas assez de glucose 6-phosphate déshydrogénase, donc qui est la toute première enzyme qu'on a utilisée pendant la VPP, qui est juste ici. Donc si on a un déficit dans cette première enzyme, on va pas avancer bien loin, donc on va pas pouvoir faire la VPP. Donc on va accumuler les peroxydes toxiques et c'est pas bon. Regardez, augmentation du taux d'oxydation, grande fragilité, lyse des globules rouges, donc les globules rouges vont se casser et ça peut donner du coup une anémie. Donc vraiment, en fait, tout ça c'est grave. Donc à partir du moment où on n'a pas assez de NADPH, on est, dans une situation, pas très convenable parce que du coup, on a un déficit, en G6PD-H, on peut plus faire la VPP, on peut plus, se débarrasser de nos peroxydes et c'est pas bon, OK? Donc là, depuis tout à l'heure, je vous parle du glutathion, mais je vous ai même pas expliqué, en fait, ce que c'était exactement. En fait, le glutathion, justement, c'est un agent réducteur. Ça tombe bien parce que nous, depuis tout à l'heure, notre but, c'est vraiment de réduire un max, les molécules oxydées. Donc ce peptide glutathion, il a un groupement particulier qui lui permet, du coup, de réduire et ce groupement-là, c'est le groupement thiol, du coup, de la cystéine, donc qui est juste ici et il a un rôle d'agent réducteur. C'est lui qui va permettre à la molécule de glutathion d'être réducteur, de réduire. En fait, il faut savoir que les peroxydes génèrent un stress oxydant et en fait, ils vont pouvoir être réduits, ces molécules oxydées par le glutathion pour donner de l'eau et de l'alcool avec notre fameuse, du coup, glutathion peroxydase. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc en gros, on a nos 2 molécules de glutathion, OK? Ces 2 molécules de glutathion donnent du glutathion oxydé. Nous, on n'en veut pas trop. Bon ça, on va le voir. Mais pourquoi on le fait? Pourquoi on l'a fait cette oxydation? Alors que pourtant de base, nous, on veut pas vraiment de la molécule sous sa forme oxydée. Tout simplement parce qu'en parallèle, on veut réduire le peroxyde. Ce ROOH, c'est un peroxyde, OK, il est sous sa forme oxydée. On le réduit en une molécule d'alcool et en 2 molécules d'eau. D'accord? Donc c'est des molécules qui sont sous forme réduite grâce à la glutathion peroxydase, OK? Donc, sauf que du coup, pour réduire ce peroxyde, on a dû oxyder le glutathion. Sauf que nous, le glutathion, on ne veut pas sous sa forme oxydée, on le veut sous sa forme réduite, qui est beaucoup moins nocive. Et pour ça, du coup, on va faire un retour, OK, vers le glutathion, réduit grâce à la glutathion réductase. Et du coup, vous vous doutez bien qu'en parallèle de la réduction de ce glutathion oxydé, on va avoir une oxydation du NADPH+H+ en NADP+. Voilà, super important tout ça. Donc, petit récap parce que c'est assez long. En gros, on a notre peroxyde, hop, sous forme oxydée, c'est pas bon pour la cellule. On l'a vu sous la forme réduite. On l'a réduit en une molécule d'alcool et en 2 molécules d'eau via la glutathion peroxydase. Sauf que du coup, une réduction entraîne en parallèle une oxydation, notre glutathion en même temps il s'est oxydé. Du coup, on revient à, un glutathion réduit grâce à la glutathion réductase et du coup, qui dit réduction dit oxydation en parallèle. Donc on oxyde notre, NADPH+H+ en NADP+, notre cofacteur. OK, donc j'espère que c'est clair pour vous, que tout va bien. Franchement, une fois que vous avez compris la logique, rien de très compliqué, tout est logique. Donc si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. Mais vraiment, il faut savoir que c'est super important, vraiment pour le globule rouge, d'avoir un pool de NADPH+H+, puisque sans ça, il va pas pouvoir faire toutes ces réactions qui vont nous permettre finalement de réduire, en fait, nos molécules qui sont à la base sous forme oxydée et du coup, ça peut être toxique pour la cellule, cette accumulation, du coup, de peroxyde. OK? Donc voilà, faut que tout ça soit disponible pour pouvoir réduire le glutathion et avoir une bonne VPP. Donc si tout ça, ça fonctionne mal,
Si on peut pas faire la détoxification cellulaire comme il se doit, bah, en fait, dans les globules rouges, il peut y avoir, des dommages, quoi. C'est pas bon. Ça se lise et donc du coup, si les globules rouges se cassent, anémie et c'est pas bon. Donc pas assez de globules rouges dans le sang. Donc voilà, là, je vous ai mis mon schéma récap comme d'habitude. N'hésitez pas à réviser, avec le schéma récap, ça peut vraiment aider. Très bientôt, promis, je vous sors la fameuse fiche avec toutes les voies. Comme ça, vous pouvez les voir toutes ensemble et faire des liens. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, forum et puis voilà, en tout cas, je vous souhaite, bon courage, toute la team là, je vous souhaite bon courage. Vous êtes les meilleurs, vraiment, vous allez tout casser et puis voilà, doutez pas de vous, vous êtes vraiment les meilleurs, vous avez travaillé pour, vous le méritez. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours, à me poser toutes vos questions et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.